C'est une première étape d'une organisation internationale extraordinaire. Si on arrive à continuer à rester en lien pour savoir comment agir collectivement chacun depuis son pays, c'est déjà magnifique. Voilà, moi, je m'appelle Amal Haddad, je suis militante féministe et je suis membre d'une fondation qui s'appelle la Fondation du journal féministe algérien. Bon, c'est une fondation, c'est seulement parce que la loi algérienne permet plus facilement de créer des fondations sans fonds que des associations. Donc voilà, nous sommes un groupe intersectionnel et décolonial féministe. Je tiens à le préciser parce que pour moi aujourd'hui, il y a une fracture énorme dans les féminismes du monde et faut préciser de quel féminisme on se revendique. Voilà. Actuellement, je suis au Caire, accueillie et hébergée par des copines égyptiennes au Caire. Donc voilà, je suis pas là pour faire du tourisme, même si c'est ce qu'on essaye de prouver aux autorités égyptiennes depuis qu'on est là pour pouvoir échapper aux étapes de filtration qu'ils sont en train de faire pour envoyer tout le monde dans des avions pour empêcher cette globale marche. Donc voilà, je suis là pour, au nom, pas seulement au mon nom, mais c'est au nom aussi du mouvement féministe algérien qui a soutenu, qui a essayé de faire avec le minimum de moyens que nous avons et que nous avons pu mettre en place. On voyait une petite délégation féministe pour dire que nous soutenons cette marche et cette idée. Bien que c'est pas la solution on a publié un communiqué qui le dit, cette marche ne va pas être la solution miracle pour sauver les Palestiniens et pour la cause palestinienne. Mais en tous les cas, participer ne serait-ce que symboliquement a été très important pour nous. Alors hier, depuis qu'on était arrivé, on devait, pour la majorité, on recevait tout le temps des consignes. Des consignes et des nouvelles, des négociations avec les autorités égyptiennes. Et puis, l'avant-veille, on nous a dit, soyez prêts euh, pour demain matin. 10h30, on vous enverra un point de rencontre. 10h30, 10h30 pile, on nous envoie un message pour dire finalement on ne peut pas partir du Caire, tout est super surveillé. Transmettez l'info seulement aux personnes qui sont sur place pour que ça circule pas trop. Dites, il faut être avant 16h à l'Ismaïlia, qui est une ville égyptienne qui se trouve à peu près à 1h30 du Caire. Tout le monde a commencé à s'organiser pour partir le plus discrètement possible. Il fallait encore une autre fois filtrer ses bagages, enlever tout ce qui est sac de couchage, tout ce qui pouvait insinuer qu'on partait pour une marche et un sit-in dans le désert. Euh, Nous, on a choisi de partir en VTC. C'est ce qu'a fait la majorité d'ailleurs. Sauf qu'on recevait en continuité des informations. Voilà, il va y avoir des contrôles au checkpoint, il y a trop de policiers, il y a trop de services de sécurité, ils sont en train de fouiller les bagages, ils sont en train de fouiller aussi les téléphones, vider encore une fois vos téléphones. Ça se passait comme ça. Et au fait, c'était des moments où on se posait des questions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que la confrontation, elle est avec l'Égypte ou elle est avec Israël ou est-ce que c'est pour faire... On se posait beaucoup de questions, mais il fallait pas reculer. Il fallait absolument pas reculer parce que pour moi, c'est simple. Ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, il est pire que tout ce qu'on pourrait, nous, subir par rapport à une expulsion ou une arrestation, quelque chose qui provoquerait peut-être une crise diplomatique, mais on finirait par être renvoyé chez nous. Mais en tous les cas, voilà, c'était comme ça et ben, on est passé un peu. Il y avait beaucoup de circulation vers l'Ismaïlia. C'est une sorte d'autoroute assez large, mais il y avait beaucoup de voitures, beaucoup d'étrangers dans les voitures. Je pense que c'est difficile de ne pas deviner que c'était trop touristique d'un seul coup. Et de checkpoint à checkpoint, on voyait des milliers de voitures arrêtées les plus visibles ont été les premiers à être arrêtés, donc les touristes blancs. Je pense que c'était beaucoup plus facile, les passeports retirés. Nous, c'était beaucoup de stress, mais vraiment beaucoup de stress, parce qu'une demi-heure avant de prendre la route, on a reçu l'information et l'explication sur ce que stipulait la loi égyptienne.
tenter, la loi dit, c'est le mot tenter qui dérange. C'est pas partir dans les zones militaires vers la frontière, vers les frontières qui étaient condamnées, mais même la tentative de partir sans autorisation pouvait être qualifiée de terrorisme et la condamnation pouvait partir jusqu'à la perpétuité. Recevoir ça à une demi-heure du départ a perturbé beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas bougé, enfin, qui ont hésité à partir et ils ont essayé de rejoindre vers 15h, 16h. Mais bon, voilà. Nous, on a 13h30, on avait démarré. On s'était dit, on avait préparé d'ailleurs une vidéo laissée chez les copines pour dire, voilà, nous sommes des féministes, on n'est pas des terroristes. On n'a pas l'intention de ne pas respecter les lois. On a l'intention juste de faire ce qui est en notre possibilité, en notre pouvoir pour, euh, pour, euh, pour porter cette solidarité jusqu'aux frontières, jusqu'à Gaza, jusqu'à Rafah. Donc voilà, on a dépassé, personnellement, avec mes copines, on a dépassé le premier et le deuxième checkpoint avec beaucoup de stress. Quand on s'approchait des policiers, on commençait à danser, à faire vraiment les petites bourgeoises connaissent touristes qui exotisent les contextes qu'elles visitent. On a réussi, mais une fois à l'Ismaïlia, moi j'avais envie de lancer un yo-yo, mais ça ne servait à rien. Très vite, une voiture de police qui arrête tout le monde. Égyptien, pas égyptien, touriste, pas touriste, tout le monde s'arrête. Et tout étranger va se faire confisquer son passeport. Sans communication. Il communiquait avec le chauffeur du VTC, pas avec nous. On a dû insister. On nous a dit, vous repartez au Caire. On n'a pas compris comment on pouvait repartir au Caire sans nos passeports. Et à un moment, le policier répond fermement. Il dit, vous allez être escorté. C'était vraiment trop rigolo. J'aurais jamais cru être escorté comme ça. Je me suis sentie que je devenais Shakira ou terroriste, rien d'autre. Elle avait escorté comme ça, gyrophare, tac, tac. Et on a escorté, on a été déposé pas très loin. C'était au premier checkpoint avant l'Ismaïlia. On descend. Le chauffeur égyptien a dit qu'il devait partir, chose qui est logique. On a repris nos affaires. Et puis, je pense que les autorités, ils nous ont aidés à nous organiser sur place. Comme ils remettaient les passeports par nationalité. Et bien sûr, les Blancs passaient avant, avant les gens du Sud. Passeport français, passeport espagnol, passeport américain. Ça nous permettait d'identifier les gens qui sont venus avec nous du même pays, en tous les cas du même pays. Donc, il y avait beaucoup qui disaient Algérie, ça va être où? Algérie, ça va être où? Tunisie, ça va être où? Et à un moment, là, vraiment, j'ai encore du mal à prendre du recul comment ça s'est passé, avant même de savoir qu'au deuxième checkpoint, ça se passait de la même manière. À un moment, quelqu'un scande Free Palestine et tout le monde se révèle. C'est bon, on veut plus se cacher. Nous ne sommes pas des touristes. Il n'y avait pas un touriste, il n'y avait pas une personne qui essayait de dire, s'il vous plaît, moi je ne suis pas avec c'est tout le monde qui était là pour la même raison. C'était vraiment extraordinaire. Les policiers, les forces de l'ordre présentes sur place, s'étaient habillés d'une façon assez particulière, hein, mais on dirait pour faire la guerre. Les matraques, les cagoules, la protection, deux cordons énormes. Mais c'est pas eux qui étaient, eux, ils ne bougeaient pas. C'était comme des robots habillés de façon trop sophistiquée. Ils nous ont tolérés pendant des heures et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la radicalité des slogans dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Il n'y avait pas vraiment c'est le genre de slogans qui m'énervent, qui sont vraiment du chouïa, ne les tuez pas, mais réprimez. Il n'y avait pas de ça. Pour moi, c'était super rassurant. Et la diversité, toutes ces tendances qui étaient présentes, pour moi, c'était super important. Super important, super beau, et ça racontait une autre façon d'être dans l'universalisme et l'internationalisme, parce que moi, personnellement, j'en ai marre de cet internationalisme qui n'est égal qu'à occidentalisme. Hier, c'était vraiment autre chose, autre chose. C'était vraiment autre chose. On communiquait avec les personnes qui n'arrivaient pas à atteindre les checkpoints, et on savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Vers, je pense, 18h, 19h, on avait compris que beaucoup avaient les passeports encore confisqués, notamment des Algériens ou des étrangers ou des autres nationalités. On n'arrive pas à identifier comment ils ont choisi et pourquoi ils ont choisi certains, pourquoi ils ont décidé que ces personnes-là vont être expulsées systématiquement et on ne va pas leur rendre leur passeport. Parce qu'il n'y a pas eu de fouille. C'était des décisions comme ça, visiblement arbitraires, mais il n'y a pas encore assez d'éléments pour comprendre pourquoi.
À ce moment-là, les délégations par pays discutaient entre elles et tout le monde était d'accord. Au fait, une fois qu'on s'est retrouvés entre nationalités, c'était très clair que tout le monde était d'accord pour la même chose, ne pas partir, rester en sit-in et même dormir là, ou marcher vers le premier checkpoint, surtout qu'on recevait les informations qu'il y avait de la violence vers le premier checkpoint, le premier à la sortie du Caire. Et aussi revendiquer que tout le monde ait son passeport. Il fallait pas qu'on lâche les personnes qui n'ont pas reçu leur passeport. Il y avait ça et il y avait aussi beaucoup qui essayaient d'expliquer qu'il fallait demander ces autorisations parce que c'est une marche pacifique pour demander quelque chose de complètement légitime. Pourquoi il n'y a pas d'autorisation? C'est-à-dire la question se pose là. Pour moi, la question se il y en a beaucoup qui parlent de la violence de la police égyptienne comme si il existait une police dans le monde qui ne soit pas violente. La police est violente partout dans le monde, il faut l'abolir. Le problème, c'est la police, c'est pas qu'elle soit égyptienne ou autre. Mais pourquoi il n'y a pas d'autorisation, ça ne s'explique pas. Parce que les objectifs de la marche sont super clairs. Et puis, quand il a commencé à faire nuit, personnellement, je savais même pas quelle heure il était. On était par terre. Tout le monde disait sit down, et ça se traduisait dans toutes les langues. Les slogans continuaient. Et non, juste avant de se mettre par terre, il y avait un renforcement des forces de l'ordre. Plusieurs camionnettes, plusieurs qui étaient venus soit en tenue civile, soit en tenue officielle. Et il disait, voilà, on vous a ramené des bus, c'est le moment de partir au Caire, bravo. Il disait le mot bravo, ils l'ont beaucoup répété dans toutes les langues. On a entendu vos revendications, vous pouvez partir chez vous. Et c'était un peu provocateur, très provocateur de, voilà, dites ce que vous voulez, mais rentrez, l'essentiel, dégagez. Et là, tout le monde n'était pas d'accord. Il disait sit down. Au fait, beaucoup, surtout ceux qui ont l'expérience. Moi, je viens d'un contexte où on peut pas manifester. On a manifesté pendant quelques mois en 2019 et c'est tout. Beaucoup comprenaient qu'il allait y avoir de la violence en voyant comment s'organisaient les véhicules des forces de l'ordre. Il disait sit down, sit down. On était tous par terre. Et en une fraction de seconde, il y a des personnes. Pour moi, les chèches et tout ce tralala, parce que j'ai vu des descriptions très bizarres sur Facebook, les terroristes ou les arriérés ou les bédouins. Ça n'a rien à voir. C'est des gens qui se cachaient le visage pour ne pas être reconnus, ni plus ni moins. Ils étaient violents, probablement formés par la police, par les militaires, je ne sais pas. Mais c'était leur rôle. Ils ont accompli leur rôle. Ils ont reçu un ordre. Ils ne devaient pas être en tenue de police ou de militaire pour que plus tard, qu'on ne dise pas que c'est la police et c'est les militaires. Mais voilà, ils ont fait leur métier. Ils étaient d'une violence juste incroyable, juste incroyable. Et puis là, la police intervient, soi-disant pour nous protéger et les empêcher, ce qui était complètement ridicule. Mais comme les gens étaient avertis, surtout le premier cordon, ils expliquaient qu'on était là de façon pacifique et qu'on ne veut pas partir. Et là, d'autres civils habillés, je sais pas, habillés en costume universel, en classique. Ils le prenaient avec une violence incroyable pour les mettre dans les bus. D'ailleurs, très vite, premier cordon, deuxième, nous, on était au troisième. Les gens résistaient de façon différente parce que chacun, on n'a pas le même courage, je pense, et la même formation, tous et toutes, en tant que militants, militantes. Et puis voilà, les bus, c'était ça. Par contre, je peux témoigner que c'était au pif parce que les gens sont en train de enlèvement, pas enlèvement. Il y a, oui, si enlèvement pour nous veut dire signifie nous emmener là où on veut pas de force et on nous a forcé à être dans les bus. Ce qu'on voit dans les vidéos, quand on forçait les gens, on a l'impression qu'on les prenait pour les mener. C'était on les prenait avec force et violence pour nous mettre dans les bus, mais vraiment dans les bus. Et les bus, c'était au pif. Le premier bus, par exemple, comme nous, moi et mes copines, on a été pas très loin des bords de la manifestation. On a été dans le deuxième bus. Le premier bus, il disait directement vers l'aéroport, expulsion. Il le disait en arabe et en anglais. Et puis le nôtre, le chauffeur regarde quand on était en train d'être poussé violemment pour rentrer. Le gars qui est habillé en costume, probablement au gradé de l'armée ou de la police, il lui dit vers le Caire. Et c'était pas très clair. D'ailleurs, on avait tout le temps sur le chemin, on n'arrêtait pas de se poser la question vers le Caire, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'on part vers un poste police? Parce que tout le monde nous avait prévenu que l'arrestation est plus compliquée que l'expulsion. Quand on est rentré, on retombe sur la voie rapide, on retombe encore sur un barrage de police qui confisquait encore les passeports des personnes étrangères.
Nous, c'est le chauffeur qui, à un moment, on attendait nos passeports, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. J'avais vraiment envie pour ne pas. Je pense que j'ai manqué de courage. Je voulais plus rien savoir. Je voulais juste être expulsée. Je me disais, expulsez-nous, c'est bon, j'en ai marre. Finalement, le chauffeur, à un moment, il sort, il dit, ce sont mes clientes, elles sont touristes depuis plusieurs jours, alors qu'on ne le connaît même pas, le gars. Et ça, je pense que c'est très important à mentionner. Il y a une solidarité énorme. C'est les Égyptiens, parce que les gens ont lancé des hashtags, je boycotte Égypte, je boycotte je ne sais quoi. S'il faut boycotter, moi, je me boycotterai le monde entier, même l'Algérie. Même l'Algérie est à boycotter. C'est pas ça. Les peuples et les États, c'est pas la même chose et c'est quelque chose qui donne envie de faire encore plus. Voilà. Il s'est passé aussi quelque chose d'extraordinaire. On a su pour les frappes iraniennes quand on était dans le bus. Quand on était dans le bus et on s'en foutait de qui a frappé. L'essentiel, ça a frappé Tel Aviv. Tout le monde chantait, tout le monde se lançait de you, les personnes blessées, parce qu'il y avait des personnes blessées avec nous dans le bus, tout le monde était content. Tout le monde était content et ça, D'ailleurs, il y a une qui lance une blague. Elle nous dit, il faut qu'ils frappent doucement parce que c'est quand même des terres palestiniennes, on ne veut pas les massacrer. Et ça, c'est des moments juste extraordinaires. Par la suite, on est rentré. Là, on est confiné. On est vraiment confiné parce qu'on n'a pas, on a envie ni d'exposer les camarades qui nous reçoivent, ni de s'exposer au danger. On a envie de savoir les décisions des dernières négociations. Probablement, c'est négatif. On se dit que pour cette fois-ci, ce n'est pas grave si c'est négatif, pas d'autorisation. On rentre chez nous. Chaque personne rentre chez elle. C'est une première étape d'une organisation internationale extraordinaire. Si on arrive à continuer à rester en lien pour savoir comment agir collectivement chacun depuis son pays, c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. Et ne pas oublier de parler de ce qui se passe. Parce que là, j'ai l'impression que ça parle trop de la marche et que non, c'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de devenir les stars ou les héros. On a libéré personne, on a sauvé personne. Les gens continuent à se faire bombarder. C'est des choses vraiment qui se rejoignent parce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi les communiqués n'ont pas énormément circulé, mais en tous les cas, il y a eu d'abord la flottille. Et puis en coalition, il y a eu la Global March où c'est-à-dire les personnes qui ont appelé à la Global March, elles sont identifiables sur le site de la Global March. Dans les Hassan qui a été dans la flottille de la liberté. C'était très flou au début. Et puis, il y a en Tunisie une extraordinaire mobilisation très rapide qui appelle à une autre, c'est-à-dire, parce que la Global March au début, c'est vraiment un autre convoi aérien en plus de la flottille. Et les Tunisiens ont une idée extraordinaire de partir c'est-à-dire un convoi terrestre. Et les idées se rejoignent. D'ailleurs, il y a un communiqué très intéressant qui dit que voilà, on va venir par voie aérienne, maritime et terrestre. L'idée, c'était ça, euh, et que le tout va dans un seul sens. Briser le blocus actuel, mais pas que. Moi, j'avais très peur, même avec les camarades, on avait très peur de ne pas être d'accord sur, je dirais, entre guillemets, la radicalité de la revendication, mais c'est la revendication principale, c'est-à-dire si on lève le blocus, enfin, on va briser le blocus, est-ce que par la suite, on va être d'accord pour l'occupation ou le bombardement ou la vente des armes? Sauf que je pense qu'on a eu toutes les réponses nécessaires, c'est hier qu'on les a eues. C'est hier. Pour le convoi terrestre, c'est clair. Je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Au fait, si on l'avait laissé tout le monde s'inscrire, ça aurait été beaucoup plus important que ce que nous sommes en train de voir sur certaines photos et sur certaines communications. Par voie aérienne, ça a été assez compliqué. Tout d'abord parce que ça demande plus de moyens financiers et que ça demande des visas. Il faut jamais oublier cette histoire de frontières qui complique la vie à tout le monde. Et puis aussi, c'est que les autorités égyptiennes pouvaient prévoir plusieurs étapes de filtration. On a l'impression qu'il y a plusieurs tamis et que tu risques de partir là ou là ou là ou là ou là. Et l'idée, il y avait tout le temps des consignes extraordinaires la coordination, en fait, et la communication se fait séparément. La caravane terrestre, ils communiquent à part et avec nous, les personnes qui ont choisi le convoi aérien,
Ça se fait à part. Et je pense que c'est bien parce que la quantité d'informations, elle est juste incroyable. On ne pourrait pas tout suivre à plein temps. Et que ça s'est passé tout le temps dans la stratégie, aussi la confiance militaire. C'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, on se disait, mais qui est vraiment derrière? Peut-être ça va être des parties problématiques, peut-être ça va être ça ou ça. Mais je pense que hier, on a eu suffisamment de réponses. Donc là, parmi les consignes principales que nous avions reçues, faites-vous passer pour des touristes. C'est comme ça qu'on va rentrer en Égypte parce que la négociation risque de continuer jusqu'à la dernière minute avec les autorités égyptiennes. Avec les autorités égyptiennes. Et puis les autorités égyptiennes ne répondent pas. Ils disent qu'il n'y a eu aucune demande d'autorisation. C'est complètement faux. Il y a eu des demandes et des demandes et des demandes d'autorisation. Et selon les témoignages des camarades égyptiens, sûrement ils vous l'ont expliqué. Depuis le début, je n'aime pas dire depuis le début du génocide, parce que le début du génocide, c'est quand même 48, ce n'est pas le 7 octobre. Mais bon, depuis le 7 octobre, ils ont autorisé au début un peu, mais depuis, on ne répond à personne à ces demandes d'autorisation pour partir vers le passage. Arriver par l'aéroport, c'est autre chose. Les autorités ont été suffisamment euh, avertis pour renvoyer demande systématiquement. Pour nous, les gens du Sud, c'est quand même particulier. Pour les gens du Sud, les Européens, ils comprenaient facilement qu'ils étaient là pour la caravane ou pour la marche. Donc, on pouvait renvoyer très vite. Pour les gens du Sud, nous qui sont rentrés, je pense que quand même, c'était comme une histoire de délit de faciès. C'est-à-dire, parce que je pense que dans leur tête, c'est principalement les islamistes qui sont pour la Palestine, ce qui est complètement ridicule, hein. C'est vraiment du ridicule. Donc, ça renvoyait plus facilement ce qui pouvait être identifié depuis le look, depuis le visage, comme islamiste. Le reste, il y a beaucoup de gens, et je tiens aussi à témoigner, qu'il y a beaucoup de gens à l'arrivée, quand on nous demandait pourquoi on était là en Égypte, il y a beaucoup de gens qui respectaient pas les consignes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pour faire les stars, pour se faire renvoyer très vite ou autre? Je ne sais pas, mais en tous les cas, qui faisait, c'est-à-dire très vite, en 3 minutes, tu comprends que tu vas être expulsé et que apparemment tu es venu là pour ça. Mais beaucoup, et c'est juste incroyable, c'est un nombre incroyable. Quand je réalise combien ont été refoulés, combien n'ont pas eu des visas, combien ont été empêchés de sortir des hôtels, combien ont été expulsés depuis les hôtels et combien on a été quand même nombreux et de beaucoup de nationalités hier dans les deux checkpoints, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire pour moi. Et puis, avoir été beaucoup, et beaucoup à avoir les mêmes revendications, en fait, pour tout le monde. C'était la fin de l'occupation. C'était pas ces histoires de phrases très floues, deux États ou pas deux États, ceasefire now, mais rien, aucun mot après le ceasefire, liberté pour Gaza, liberté pour la Palestine, au fait. Arrêtons de parler seulement de Gaza. Ils sont en train de bombarder partout et ils ont occupé. Je sais pas, j'ai trouvé hier que c'était un moment très important, très frustrant de réaliser que la Palestine n'était pas loin et que tout le Moyen-Orient n'est pas loin, hein, parce que les bombardements, il y en a aussi au Liban, il y en a un peu partout. Il y a toute la catastrophe qui est en train de se passer. La solidarité des peuples et la présence des peuples du monde unis autour d'une même cause, une même cause qui parle de beaucoup de causes, hein, qui parle de beaucoup de causes. C'était quelque chose de très important. Mais voilà, moi je pense que c'est le début de quelque chose. La marche en soi, ce n'est pas une finalité. Avec, entre guillemets, personnellement, j'ai très peur qu'on continue à trop parler de la marche et à arrêter de parler de ce qui se passe à Gaza ou dans les autres régions palestiniennes ou au Liban ou en Syrie ou ailleurs. C'est-à-dire faut juste faire attention à ça. Je suis complètement étonnée. Moi, c'est ma première fois en Égypte. J'ai jamais été en Égypte. Avec les consignes de tout le monde, faut se cacher, faut ceci. Déjà, les copines, camarades d'Égyptiens, je parle des militants, là, je vais parler vraiment des groupes militants. Dès qu'ils ont su qu'on va être là, ils ont décidé de nous héberger. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Moi, je me poserais 10 fois la question avec la surveillance, avec les risques, si j'hébergerais des personnes qui risquent d'être expulsées et elles nous disent, si vous êtes arrêtés, vous nous contactez, vous nous dites, on va informer, on va dire. C'est-à-dire déjà dans les groupes militants, c'est super clair. La veille l'avant-veille, au fait, avant la mobilisation d'hier,
Il y a eu par exemple le syndicat des journalistes, je peux vous envoyer des photos, on ne les a pas publiées parce qu'on devait rester discrète. Il y a le syndicat des journalistes qui fait un sit-in pour demander l'autorisation de cette marche. Et les slogans sont super radicaux. Et les gens qui passent et qui n'osaient pas, qui passaient et qui n'osaient pas s'arrêter devant le sit-in, ils faisaient des signes, comme ça, t'as bravo, continuez. Et plus tard, quand on quitte ce sit-in, il y a beaucoup qui nous arrêtent pour dire c'est bien, donc vous êtes étranger, vous êtes là pour la. On n'a pas été dénoncé. On a discuté avec plein d'inconnus, on n'a pas été dénoncé. Et ça, c'est vraiment super et extraordinaire. Euh, et puis dans l'absolu, ce n'est pas ce qu'on voit ce n'est pas du tout ce qu'on voit sur Internet. Ce qu'on voit sur Internet, c'est des masses d'Égyptiens qui se sentent complètement menacés par la marche et par ces étrangers. Il y a la propagande. La propagande la plus drôle sur Internet, c'est les copines égyptiennes qui nous l'ont montré. Apparemment, on était beaucoup d'étrangers qui ont essayé de voler les champs de mangue des Égyptiens et que les Égyptiens ont défendu leurs champs. Vraiment un truc ridicule, mais bon, je pense que tous les services du monde deviennent de plus en plus ridicules. Là aussi, on a cette catégorie en Algérie, ça m'étonne pas. Ça m'étonne absolument pas, mais c'est pas ce qu'on rencontre. Ce qu'on rencontre, il est hyper accueillant, même quand les rares moments où on a bougé, dès que les gens découvrent qu'on est étranger, on nous pose la question, ah, c'est pour la caravane, super. On répond même pas, on a peur de répondre, ils te disent super. Euh, c'est ça, hein. Les peuples, ça ne s'en rend jamais, les États et la propagande. Jamais les États et la propagande. On a vu le boycott, les discussions dans les soirées chez les copines qui nous ont reçus ou les autres copains rencontrés. Euh, c'est comme nous, c'est des gens qui ont envie de mettre fin à l'impérialisme, au colonialisme, à cette situation et à plein de choses. Hier, je ne sais plus à qui j'ai parlé. Ce qui revenait le plus de la majorité des délégations, c'est des mouvements ouvriers qui se sont déplacés. C'est des mouvements d'extrême gauche, je dirais même pas de gauche, d'extrême gauche qui étaient là. C'était principalement ça. Peut-être pour nos pays, Algérie, Tunisie, Maroc, c'était un peu particulier. Il y avait beaucoup de Ikhwan, donc beaucoup d'islamistes, mais c'était principalement les mouvements ouvriers organisés qui étaient là. Et c'est par respect, je pense que les gens ne se revendiquaient pas de tel parti ou de tel parti, juste seulement pour respecter les consignes de la marche globale qui se disaient. Ils ont, je pense que, je ne sais pas si c'est une faute de traduction, je pense qu'ils voulaient dire cette marche n'est pas partisane. Ils ont mis cette marche, elle est apolitique, elle ne peut pas être apolitique, c'est vraiment ridicule. C'est un acte profondément politique. Mais je pense qu'il parlait vraiment de. Parce que dans les inscriptions, il nous posait la question. Il posait la question. Euh, il disait que c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas pour tel parti ou tel parti. Et on nous demandait si on faisait partie d'une organisation ou d'un parti. La majorité d'ailleurs ont répondu non quand ils se sont inscrits. Même les gens qui ont un parti derrière, ils ont mis non. Pour l'Algérie, c'est les militants du parti MSP. Et c'est aussi un parti des Ikhwan, hein, c'est le Hamas d'Algérie. Ils ont été très nombreux, très organisés, très solidaires, hein. Sur ça, moi, je suis très admirative de leur organisation, de leur formation politique. Après, il y a eu une petite délégation de féministes. En tous les cas, les personnes qui sont arrivées, hein. Faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des centaines. Par exemple, pour la délégation algérienne, selon l'une des organisatrices, on nous a dit que 80% de la délégation algérienne a été refoulée au niveau de l'aéroport. Ceux et celles qui sont arrivés, je pense qu'on était une trentaine, maximum une trentaine pour l'Algérie. En tous les cas, la majorité était soit des indépendants, soit des militants associatifs qui font des initiatives vraiment underground, des féministes et majoritairement du Hamas. Majoritairement Hamas, mais pour beaucoup de choses. C'est pas forcément pour la position politique parce qu'ils sont très organisés, beaucoup d'argent. Ils ont payé même pour toute la délégation algérienne qui n'est pas loin des 150 personnes, ils ont payé une cinquantaine de participations. Sachant que les billets à la dernière minute, c'était vraiment hyper cher. Hyper cher. Hyper cher. Nous, le dernier billet, on l'a acheté à 86 000 dinars, presque trois fois un salaire moyen ou deux fois.
pour une même cause, pour Gaza, pour la Palestine, je pense qu'on avait une même revendication, mais personnellement, je faisais énormément attention. Je veux pas être instrumentalisée, je veux pas être récupérée et je veux pas dire, je veux pas me mentir, on partage pas le même projet. Ni le même projet de société, ni le même projet économique et politique, hein. C'est des capitalistes à fond, faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier. Il y avait des moments où on comprenait des slogans. C'est des slogans démagogiques, par exemple Palestine islamique. Et c'est tout le monde qui se taisait. Il n'y avait pas de confrontation, mais c'est tout le monde qui se taisait et qui reprenait à travers des slogans qui avaient plus de sens. Palestine islamique ou pas islamique, tout ce que je m'en fous. Je la veux libre, point. Mais personnellement, je faisais énormément attention et qu'ils sont très organisés. C'est-à-dire, c'est aussi une guerre d'image. Et cette initiative, c'est une guerre médiatique. C'est une tentative de réveiller plus de conscience médiatiquement. C'est-à-dire, faut pas oublier ça. Et c'est comme quand la caravane terrestre, elle est partie. Le chef du MST, le Mokri, il prend la parole. On a l'impression que c'est lui qui a organisé la marche globale pour Gaza. Sauf que moi, je vais pas leur donner des notes. C'est à nous de nous mobiliser et de nous organiser plus. Après, peut-être moi, la seule question qui me traverse tout le temps, c'est ils ont beaucoup plus d'argent et ils ont plus d'accès à l'argent. Et c'est un tout petit peu le nerf de la guerre. C'est un tout petit peu le nerf de la guerre. Ce n'est pas du tout les mêmes moyens financiers et ça se pose. Moi, je pense que nous, d'ailleurs, dans le communiqué de la délégation féministe, on avait juste répondu. La phrase qu'on a rajoutée, on n'est pas là pour mettre l'Égypte dans la gel, c'est pour répondre. On ne sait pas du tout. C'est absolument pas ça. Même si réellement il existe une gêne, mais c'est parce que voilà, parce que par rapport aux forces occidentales impérialistes, ce n'est pas le même poids. Ça, ce n'est pas la caravane qui le provoque. Partir à travers la Jordanie était beaucoup plus compliqué. C'est faux de dire que c'est plus facile d'arriver à travers la Jordanie. La Jordanie est un État artificiel, à mon avis, qui a été fondé déjà pour commencer la normalisation avec Israël. C'est comme ça que je le vois moi. Pour nous, par exemple, de l'Afrique du Nord, c'est encore beaucoup plus cher. La Jordanie, c'est un pays très cher. Déjà de un, en moyens financiers, c'est terrible. La guerre au Moyen-Orient, si on doit s'organiser en venant de là-bas, comment on va faire avec la situation de nos camarades en Syrie et au Liban, où c'est encore beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Et puis, les camions des aides sont principalement bloqués au niveau de la phare de ce côté. C'est-à-dire, ça c'est une fuite, pour moi c'est une fuite par rapport à la réalité. C'est comme le communiqué où ils disent que pour la sécurité des manifestants et qu'il faut attendre les autorisations et qu'on peut rien, et ne pas et le faire sans autorisation. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire clairement, elle n'est pas autorisée? Au lieu de faire le tour du monde pour ne rien dire, au fait. Pour ne rien dire. En fait, ils font leur politique et on essaye de faire ce qu'on peut faire. Après, pour moi, ce n'est pas ne pas mettre. Ça se questionne parce qu'à un moment, par exemple, aujourd'hui, les réunions d'aujourd'hui, ça s'est énormément posé. Ça s'est imposé dans le débat. C'est-à-dire, si on continue à forcer, finalement, est-ce qu'on est en train de forcer avec l'Égypte? Qui ne va pas décider, qui n'a pas le pouvoir d'arrêter la guerre, ou est-ce qu'on est en train réellement de forcer avec Israël et ses alliés? La question, elle se pose. Sauf que pour moi, moi, je veux pas me substituer aux États et faire ce débat. Je suis pas un État, je représente un mouvement qui essaie de se construire d'ailleurs. Pour moi, ma responsabilité, c'est par rapport à la gêne que je peux provoquer à mes camarades égyptiens. C'est-à-dire à quel moment je devrais me taire, à quel moment je pourrais parler. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir comment ne pas nuire à mes camarades égyptiens et à la cause palestinienne. Après, les États, quand ils ont choisi d'être des pouvoirs avec leur vision, eh ben, c'est à eux de régler leurs problèmes, ce n'est pas à nous. Ça a créé un débat au sein du débat actuel, de un.
et que avant même que la Jordanie, par exemple, ne déclare l'état d'urgence, ça a été prévisible enfin, dans les discussions, c'était ça. C'était, au fait, on va nous rajouter encore une autre raison pour déjà empêcher la marche et qu'il va y avoir de l'urgence partout. Après, on comprenait, nous, la première soirée, déjà, on avait du mal à dormir. On n'arrêtait pas de débattre, on essayait de comprendre. On n'avait même pas Facebook, on avait désactivé Facebook la première nuitée pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passait. Et dans ce qui se passait, tout le monde s'attendait à, par exemple, les camarades égyptiens disaient qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le régime iranien, on a vraiment envie qu'il riposte parce qu'on n'a plus d'espoir. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire, le débat portait principalement sur cette attente de riposte. Sur cette attente de riposte, parce que je pense qu'on n'est pas naïf. On sait que la violence à un certain degré ne peut se régler qu'à travers la violence. Vouloir stopper une occupation, un génocide en désarmant les gens et tout sera là. D'ailleurs, dans les slogans du sit-in des journalistes, il disait la libération ne se fait qu'à travers les armes, pour dire qu'ils refusent les solutions de désarmer et je pense qu'en parlant d'armes et en parlant pour certains, pour beaucoup, l'espoir c'est l'Iran. L'espoir c'est l'Iran, mais après à quoi ça engage? Après, à quoi ça engage? Ça nous met. Et c'est des trucs bizarres pour beaucoup. Pour beaucoup, beaucoup estiment que. Beaucoup, pas de la marche, hein. Quand j'ai réactivé mon Facebook hier, pour plein, ce que fait l'Iran, c'est de la propagande. Elle n'est pas en train de riposter, il n'arrive pas à toucher des points et que on n'arrêtait pas de surveiller les photos et à essayer de regarder est-ce que vraiment il y a des frappes sur Tel Aviv, etc. Et que c'est très flou. Pourquoi on est convaincu que personne ne peut frapper ce pays? Est-ce qu'à ce point-là, ils nous ont convaincus que nous sommes impuissants et que déjà nous, en tant que peuple, et que voilà, c'est l'hégémonie totale, hein. Je ne sais pas. En tout cas, c'est encore d'ici, c'est très flou. Pour les Européens, par exemple, pour les délégations européennes, ça parle beaucoup d'une probable fermeture des espaces aériens et et des aéroports, etc., etc. Mais je pense que c'est pour pousser les gens à rentrer très vite. Je pense que c'est pour pousser. À ce stade, je pense que ça, c'est peut-être instrumentalisé. Et pourquoi en ce moment? Est-ce que c'est pour stopper la global marche? Est-ce que à ce point-là, elle est menaçante? Je ne sais pas.